Mesdames et messieurs, bonsoir au sommet de cette édition. 4 août 1983, c'est un tournant décisif de l'histoire de la Haute-Volta qui s'ouvre en cette date. Le régime du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo est renversé par un groupe de jeunes soldats avec à leur tête le capitaine Thomas Sankara. Ainsi naissait la révolution voltaïque. Très vite, un changement profond de la société va donc s'opérer. Aujourd'hui, 4 août 2020, 37 ans après, que retenu de cette révolution et que reste-t-il de ce changement de régime? La réponse dans ce journal. La loi 048, cette loi qui protège pourtant la propriété intellectuelle et artistique au Burkina Faso, reste malheureusement peu connue par les acteurs culturels. C'est fort de ce constat que le BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, initie une tournée dans les régions. Objectif affiché, vulgariser la loi 048 au profit des acteurs pour une meilleure appropriation. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, c'est un tournant décisif de l'histoire de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso qui se revit en ce jour 4 août 2020. Le 4 août 1983, il y a de cela 37 ans, un groupe de jeunes soldats dirigé par le capitaine Thomas Isidore Sankara, sous la bannière du Conseil national de la Révolution CNR, renversait le régime du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. La révolution voltaïque est ainsi née avec à la clé de grands changements sociopolitiques et économiques. Le 4 août 1983, comme si nous y étions, c'est dans ce cours d'histoire que nous comptons Urbain Benito Sommet et Aimé Solange Guigman. La question du jour que vous rappelle la date du 4 août 1983. Une question apparemment banale, mais beaucoup moins quand on écoute les réponses dans les rues de la capitale. C'était le premier jour. C'est le premier jour de notre composition à l'examen du bac. Le 4 août. L'indépendance de notre pays. Et puis, bon, ce qui me rappelle encore plus dans le mois d'août, c'est surtout l'avènement de la révolution, bon, qui a fait beaucoup un changement pour le pays. Le 4 août 1983, et des sous-officiers ont pris les responsabilités et opéré un coup d'État au commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Proclamation de l'indépendance, autosouveraineté de notre pays. En 1983, je pense que c'est le moment crucial donc, au Burkina Faso. Et on a vu les bonnes choses de la révolution. Je pense que c'est en 1983 que la genèse du développement a commencé au Burkina Faso. Et l'étudiant Antoine Ilboudou a bien raison. Le 4 août 1983 s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire politique du Burkina. L'aboutissement de la lutte entre plusieurs courants politiques. Des luttes qui ont franchi un cap le 17 mai 1983, date à laquelle Thomas Sankara, alors Premier ministre sous le Conseil pour le salut du peuple, CSP2 de Jean-Baptiste Ouédraogo, est arrêté, soupçonné de comploter avec la Libye dans le but de renverser le régime. Puis il est placé en résidence surveillée le 30 mai 1983. Pendant ce temps, des manifestations de rue sont organisées par les groupes révolutionnaires clandestins. Blaise Compaoré réussit à passer à travers les mailles du filet et rejoindre sa base à Pau. Le 4 août 1983, le capitaine Blaise Compaoré et des centaines d'hommes marchent sur Ouagadougou avec l'aide d'autres militaires et de civils sur place. Coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta. Un coup d'État ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir. La journée du 4 août 1983, pourtant commencée comme une journée ordinaire, connaît des rebondissements qui ont conduit à une négociation entre les groupes marxistes clandestins et le pouvoir en place. Une négociation à l'issue de laquelle Jean-Baptiste Ouédraogo proposait de se démettre de ses fonctions afin de faciliter la constitution d'un gouvernement de transition qui ferait l'unanimité. Pendant que tous se quittèrent vers 20h30, en prenant rendez-vous pour minuit, Blaise et ses hommes étaient déjà en place dans les endroits stratégiques. La capitale est plongée dans l'obscurité par une panne provoquée par des partisans de la révolution. Les premiers coups de feu
éclatèrent vers 21h. Peu avant 22h, Thomas Sankara et Gilbert Diendéré arrivaient à la radio. Sankara s'adresse alors au pays dans un discours où il annonce la création du CNR, le Conseil national de la Révolution, et précise les raisons du coup d'État. Rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Notre objectif, poursuit-il, c'est la défense des intérêts du peuple voltaïque, la réalisation de ses profondes aspirations à la liberté, à l'indépendance véritable et au progrès économique et social. Les professeurs Caron, les vomissures de la contre-révolution. Le 4 août 1983 marquait donc le début de 4 années de révolution, 4 années de bouleversements sociopolitiques et économiques qui ont pris fin avec l'assassinat du capitaine-président le 15 octobre 1987. Une leçon d'histoire savamment racontée par notre consoeur Aimée Solange Guigma. Elle est l'une des vitrines de la révolution d'août 83. En ce jour anniversaire, allons sur les collines du Bafouji pour explorer la cité du capitaine Thomas Sankara. Une soixantaine de villas érigées pour servir de logement aux fonctionnaires. Si cette cité faisait la fierté des populations à Gawa dans le sud-ouest, hélas, de nos jours, certains bâtiments sont en état de délabrement avancé au grand désarroi des populations. On fait le constat avec Oumarou Sagnon et Romuald Patrice Toy. Cité du 4 août de Gawa. Des bâtiments de l'époque révolutionnaire, toujours habités par des populations. Construites entre 1984 et 1985, ces maisons ont été érigées sous la houlette du capitaine Thomas Sankara pour héberger les fonctionnaires travaillant à l'époque à Gawa. C'était difficile à un fonctionnaire de trouver une maison pour loger à Gawa. Et le cri d'alarme a été entendu par le président Thomas Sankara, qui voyait qu'il fallait doter d'abord des villes moyennes de l'habitat pour les fonctionnaires qui allaient être affectés ici. Et c'est ainsi que dans les 10 villes moyennes du Burkina Faso, il a décidé de faire 20 villas par ville. Mais Gawa en a eu 60. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tous se sont donc mis à la tâche. Et c'est avec fierté et détermination que chacun apportait sa pierre à la construction de cette cité. Vous voyez, quand on vient le matin seulement, le ciment est là. C'était bien organisé. C'est pas comme si maintenant on vient donner 10 sacs, on va prendre 3 sacs et puis faire le travail, bouffer les 7 sacs là. Non, c'est pas ça. Quand on vient, le ciment est là, le sable est là, le banco là est là. Vous voyez, les briques là, c'était en parpaing. Quand vous mettez dans la moule seulement là, vous pressez ça et vous enlevez immédiatement. Vous pouvez le prendre, poser. Le lendemain seulement, vous construisez avec ça. Et on était content de le faire. Cadeau, je vous dis, mais nous on était contents de le faire. Ça chantait, ça riait, ça dansait et on construisait. La main-d'œuvre venait de partout de la région. Yul Bruno était à l'époque fonctionnaire à Batié. Au niveau de Batié, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on devait avoir une dizaine de villas à construire, hein? Mais ce n'était pas facile. De nos jours, seulement quelques bâtiments sont toujours bien entretenus. La majeure partie de ces logements sont dans un état de dégradation avancée. Certains sont même déjà tombés. Une situation qui fend le cœur de ces personnes qui ont participé à l'œuvre populaire. Quand on regarde ces bâtiments aujourd'hui qui sont délaissés, si moi j'avais la force, on n'allait pas vendre ces cités-là. L'État même devrait mettre sa main pour reconstruire ça, tous ceux qui sont gâtés, et puis arranger ça, donner en location. Pour la majeure partie de ces personnes qui ont vécu la période révolutionnaire, de tels travaux communautaires sont difficiles à réaliser de nos jours au Faso. L'individualisme et l'incivisme ont pris de l'ampleur au pays des hommes intègres, mettant à rude épreuve le patriotisme et l'esprit de sacrifice. Dans un tout autre registre de l'actualité, nous restons toujours dans le sud-ouest. Des dispositifs de lavement destinés aux établissements secondaires du sud-ouest, c'est un don du conseil régional qui entend ainsi apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Un lot de matériel qui a été remis en présence de Oumarou Sagnon et bienvenue Tansa. Des dispositifs de lavement destinés aux lycées provinciaux de la région du sud-ouest. C'est un appui du conseil régional. Il s'agit d'une participation à la lutte contre la maladie à coronavirus en milieu scolaire. Pour les appuyer à lutter contre le Covid-19. Les enfants, aujourd'hui, sont la fleur de notre combat. Et
de par leur innocence, de par leur vulnérabilité et de par leur nombre aussi. Parce que il suffit qu'un seul enfant, un seul élève attrape ce mal et toute la population de la région du Sud-Ouest est atteinte. Voici pourquoi donc le Conseil régional vole au secours de l'enseignement secondaire aujourd'hui. Le directeur régional de l'enseignement postprimaire et secondaire du Sud-Ouest salue un geste noble. Ce que nous avons reçu là va permettre en tout cas de mieux lutter efficacement contre cette maladie dans nos établissements. Donc c'est vraiment une chose, nous sommes très contents pour ce geste salutaire que le Conseil régional a posé. À ce jour, la région du Sud-Ouest compte au moins une trentaine de malades du Covid-19, foi du comité régional de gestion des épidémies. De la région du Sud-Ouest, cap à présent dans les hauts-bassins, où le complexe scolaire Alpha Solidarité de Bobo-Dioulasso célèbre l'excellence avec un taux de succès de 100% au CEP sur un effectif de 123 élèves, quoi de plus normal pour les fondateurs de l'établissement de récompenser les meilleurs acteurs qui ont œuvré à l'atteinte de ces résultats. C'était au cours d'une journée dite de l'excellence, suivie pour nous par Drissa Traoré et Karim Sissé. C'est un taux de réussite de 100% au certificat d'études primaires CEP qui est ainsi célébré ici au complexe scolaire Alpha Solidarité. Les 123 candidats présentés au CEP session de 2020 ont tous été admis. Un résultat salué par le fondateur à travers cette cérémonie de l'excellence. On en fait chaque année. C'est vraiment une journée de l'excellence exceptionnelle aussi, parce qu'on a fait des résultats exceptionnels pendant une période difficile exceptionnelle. C'est ce maître du CM2, Abou Akanyini, qui a obtenu un tel résultat. Lui et les autres enseignants des classes du CM2 ont reçu la somme de 1 500 000 francs CFA de la part du fondateur pour le travail fourni. Les élèves n'ont pas été en reste. Pour avoir le CP, j'ai appris mes leçons. Je me suis concentré en écoutant bien les conseils des maîtres et mes parents. Aujourd'hui, j'exprime ces joies en étant content et en criant. Conduire un effectif de 123 élèves au CP et avoir les 123 admis avec un taux de 100%, il n'est pas permis à tout le monde. Donc vraiment, je ne peux qu'être content, sinon je n'ai pas de secret. Et le travail, c'est ça qui nous permet chaque année de faire de bons résultats. À cette cérémonie, les responsables régionaux de l'éducation et les parents d'élèves ont tous félicité les encadreurs pour le résultat obtenu. Ils ont invité les admis à toujours maintenir le cap une fois au collège. Félicitations donc à tous les lauréats. Ici à Ouagadougou, ce sont les acteurs culturels qui s'approprient la loi 048 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Adoptée en 2019 par l'Assemblée nationale, cette loi reste cependant peu connue, d'où cette initiative du Bureau burkinabé du droit d'auteur de la vulgariser. On en sait davantage avec Paul-David Bambara et Marguerite Douagneau-Sou. Protéger la propriété littéraire et artistique, voici qui guide cette rencontre de relecture des dispositions législatives sur le sujet initiée par le Bureau burkinabé du droit d'auteur. Une relecture qui conduit à des innovations que les responsables du BBDA portent à la connaissance du public. Pour cette nouvelle loi, donc le titulaire de droit, donc celui qu'on appelle généralement l'artiste, peut donc ester en justice. Il y a une transposition aussi également des traités, notamment de Marrakech, pour prendre en compte ceux qui ont des handicaps visuels, mais également aussi celui de Beijing qui prend en compte donc les interprètes de l'audiovisuel. Il y a aussi également la question du droit de suite. Premiers concernés par cette rencontre de diffusion, les artistes eux-mêmes et les auteurs d'œuvres littéraires. Maintenant, les auteurs aussi de livres et aussi les auteurs d'images, c'est-à-dire ceux qui font la sculpture, la peinture, le graphisme ou les dessins et autres, lorsqu'ils ont leur création qui figure dans un texte qui a été imprimé, ils ont une part de cette rémunération pour copie privée. En plus de cela, la nouvelle loi renforce les droits de ces mêmes titulaires de droit du domaine du texte et de l'image, en ce sens que la source du droit de reprographie qui leur était reconnue par un décret est montée au niveau de la loi.
Le secteur du droit d'auteur et du droit voisin contribue à l'économie nationale selon les responsables du BBDA. Et le respect des droits des auteurs est plus qu'indispensable. L'atelier de Ouagadougou est le 3e après ceux de Bobo Dioulasso et de Tenkodogo. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Amandine Nalsaver vous retrouve à 23h pour l'édition synthèse. Bonne suite de programme.